Eh bien, bienvenue à tous sur cette vidéo de l'ascension, première vidéo de ma chaîne YouTube sur le processus d'ascension qui est actuellement à l'œuvre sur la planète. J'ai la joie et le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Brossard, qui est un bon ami que j'ai rencontré dernièrement, fût-ce en octobre dernier en Égypte. David, bienvenue. Merci Axel, Où te bonjour. trouves-tu où te trouves-tu actuellement? Alors là, je suis à La Rochelle. Voilà. Il fait un peu frais, mais il fait beau. Ah, m'en parle pas, je suis du côté de la Bretagne et c'est la même chose ici. Écoute, David, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Si tu en es d'accord, ce genre de vidéo, j'aimerais la garder très informelle. On se connaît bien, mais que depuis peu de temps, mais j'ai l'impression de te connaître depuis une éternité. C'est peut-être justement un effet de ce processus d'ascension qu'on est en train de connaître sur la planète actuellement. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec toi à plusieurs occasions de ce processus-là. Et je sais que tu es assez engagé, on va dire, de manière pratique et pragmatique sur ce chemin de l'ascension. Et tu as un chemin qui est vraiment différent du mien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Axel Ferrérol, je m'intéresse au sujet spiritualité et sciences depuis bien longtemps. Je suis également un coach certifié. Euh, et j'ai sur ma route rencontré beaucoup de personnes qui sont assez extraordinaires, qui ont des dons et des capacités que je n'ai pas, mais j'aime pouvoir les interviewer, aller rencontrer et apprendre d'eux. Et David, bien entendu, fait partie de ces personnalités. Je suis vraiment heureux de commencer, David, avec toi, ce parcours qui est nouveau pour moi, hein, pour être honnête, et qui peut-être l'est également pour toi. Et je suis heureux qu'on puisse commencer ensemble. Alors, David, si, comme point de départ, écoute, pour cette conversation, interview, si tu veux, j'aimerais revenir sur un point. On était ensemble en Égypte en octobre dernier avec Nassim Haramein et le groupe des Delegates. Et on était en train de parler, on était au milieu du groupe des delegates, et tu m'as fait cette remarque qui m'a surprise, où tu disais, écoute Axel, je ne peux pas m'imposer au groupe, le groupe des delegates, des membres du groupe de Nassim, il faut que je sois invité, je ne peux pas m'imposer, je fais partie du nouveau monde, et dans ce nouveau monde, on ne peut pas s'imposer, on doit être invité. Alors cette phrase m'a marqué, et j'aimerais vraiment commencer par cette phrase-là. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Quel est ce nouveau monde dont tu parles et pourquoi ces règles qui semblent être différentes des règles d'interaction normale et sociale que l'on connaît aujourd'hui? Alors, eh bien, déjà, j'ai pas envie de donner une réponse trop ésotérique. Les choses sont très simples. Euh, Ce nouveau monde, c'est tout simplement là ce qui est en train de se développer. C'est comme si l'ancien monde, donc tout le modèle moderne qui est en crise sur tous les plans politiques, social, économiques, etc. Ça, c'est une évidence. Je pense pas il y a besoin de détailler. Voilà, donc on assiste à la chute de cet ancien monde et le nouveau monde, c'est juste ce qui est en train d'émerger. Donc, toutes les initiatives écologiques, euh, mais aussi, par exemple, ce besoin de s'exprimer. Là, à travers les réseaux sociaux, on voit que tout le monde, on voit cette émergence, ce besoin d'exprimer sa vérité. Il y a de moins en moins cette notion d'une vérité absolue qui vient de l'extérieur. De plus en plus, les gens ont besoin d'exprimer leur propre vérité. Alors évidemment, il y a un conflit entre ancien monde et nouveau monde. Je dis pas que, enfin, l'ancien monde est encore là, mais on voit l'émergence de nouveaux fonctionnements. Et quand je dis nouveau, en fait, finalement, j'aime pas trop ce terme parce que je vois les choses en termes de cycle. Donc, si on fait un zoom sur notre échelle de temps, un zoom assez serré sur notre période de temps, effectivement, on peut voir ça comme nouveau. Mais si on élargit un petit peu le zoom, ça n'a rien de nouveau. C'est juste
une nouvelle phase du cycle qui s'enclenche. Donc peut-être qu'on pourra revenir un petit peu plus tard sur en détail c'est quoi Ancien Monde, Nouveau Monde. Là pour commencer, on va rester un peu général. Mais voilà, Ancien Monde, l'Ancien Monde, il porte beaucoup les valeurs de compétition, la loi du plus fort, sentiment d'être en milieu hostile, sentiment d'avoir à se battre pour survivre, etc. Un monde dominé par des émotions de peur, de colère, des choses comme ça. Un nouveau monde, ça va être plutôt des valeurs qui tournent autour de la collaboration, de la confiance en la vie, de l'abondance, alors que l'ancien monde, c'est beaucoup dans un fonctionnement basé sur la rareté. Voilà, donc nouveau monde avec les valeurs d'unité, d'amour qui vont se déployer. Voilà. Et donc par rapport à cette phrase que j'avais dit, je ne peux pas m'imposer, il faut qu'on m'invite. C'est très simple, encore une fois. C'est tout simplement, imagine-toi. Alors si moi, j'incarne le nouveau monde, donc j'arrive sur Terre, je veux m'incarner, et il y a déjà l'ancien monde qui est là. Donc comme si je veux rentrer dans une maison, soit je me fais inviter, soit je casse la porte. Évidemment. C'est aussi simple que ça. Et casser la porte, c'est pas tout à fait dans les stratégies du Nouveau Monde, justement. Les stratégies du Nouveau Monde, c'est plutôt des choses qui viennent, c'est une énergie qui se fait inviter, c'est une énergie douce qui, qui, qui se laisse infuser et qui ne s'impose pas. Les énergies qui s'imposent, c'est plutôt des énergies qui correspondent à l'ancien monde, tout Ça me simplement. va. Ça me va. Je t'écoute et j'essaye de faire un parallèle. Tu sais que j'ai développé une méthode de développement personnel que j'appelle transformation dynamique. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression que l'ancien monde correspond aux deux archétypes que j'appelle le gladiateur et le prisonnier. Donc la force et la peur, si tu veux. Alors que le nouveau monde correspondrait plus à l'artiste, où il voit l'harmonie, si tu veux, la collaboration, le rythme, la paix, et qui voit, voilà, qui utilise effectivement un mode de fonctionnement, des termes, une terminologie, des manières de penser totalement différentes. C'est comme si ces deux mondes, bien qu'ils s'enchevêtrent, si tu veux, n'étant pas de même nature, procèdent de paradigmes différents et fonctionnent différemment. D'accord. Donc toi, tu te positionnes plus sur ce côté nouveau monde, en tant qu'être, j'entends. C'est-à-dire que j'ai fait ma propre expérience de l'ancien monde. Alors, plutôt que ancien monde, nouveau monde, j'ai envie d'amener une autre terminologie. Allons-y. Tirée du monde de la science, des biologistes, qui distinguent deux modes de fonctionnement basiques de la cellule, le mode défense et le mode croissance. Mm-hmm. Donc, le mode défense, donc quand on met une cellule dans un milieu avec des agents agresseurs ou dans laquelle la cellule va avoir des difficultés à trouver ses nutriments, les éléments dont elle a besoin. Donc, spontanément, elle va développer une stratégie de défense, donc le mode défense. Donc, des comportements de compétition, de lutter contre l'extérieur, la loi de la jungle, la loi du plus fort. Des logiques de rareté. Alors que si cette même cellule, la même cellule, on la met dans un environnement nourrissant et, et sans agent agresseur, spontanément, cette même cellule va
développer des stratégies de mode croissance. Donc, va développer des comportements de collaboration, de symbiose, de synergie avec son environnement, des comportements de confiance, de dilatation, euh, d'expansion, d'évolution, de transformation. Donc, ces deux modes de fonctionnement, moi j'aime bien les utiliser comme modèle du vivant. C'est très simple, il n'y en a que deux, il n'y a pas 36 choses à comprendre. Deux modes de fonctionnement pour parler du vivant, parce que la vie, ça les scientifiques, ils font, voilà. Dans le monde de la science, on trouve beaucoup de théories sur tout ça, mais personne ne sait ce que c'est que la vie. Personne n'a jamais réussi à définir ce que c'est que la vie, et heureusement, parce que si le principe même de définir la vie, c'est la mort. Justement, c'est enfermé là. Donc, mais voilà. Mais donc, pour quand même en parler, en termes de mouvement, on peut parler de ces deux modes du vivant. Et au cours de l'évolution, donc si on regarde l'évolution avec un zoom suffisamment serré, où on va dire on part du minéral dans une évolution linéaire, minéral, animal, minéral, végétal, animal, homme. Si on suit cette évolution, on voit qu'il y a une spécificité chez l'homme par rapport aux autres règnes. C'est que l'homme, peut-être à travers ce qu'on appelle le mental, ou en tout cas son psychisme, a la capacité de se bloquer en mode défense ou de développer le mode croissance même dans un environnement qui n'est pas forcément tout à fait optimal pour développer le mode croissance. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit que l'ancien monde, justement, c'est une humanité qui s'est bloquée en mode défense, alors qu'on est dans une période où il n'y a jamais eu autant de confort qu'aujourd'hui. On est la génération qui vit dans un état de confort matériel. Enfin, de très loin, on est la génération qui vit avec le plus haut niveau de confort que dans l'histoire de l'humanité. Mais pourtant, si on regarde en termes de santé du corps physique, de force, d'intelligence, on voit bien que c'est pas forcément la meilleure génération que l'humanité ait connue. Parce que justement, il y a ce paradoxe où à la fois il y a tout ce confort, donc on pourrait dire c'est favorable pour déployer le mode croissance, mais pourtant, à cause d'une espèce d'emballement du mental, l'humanité s'est bloquée en mode défense. Donc, on voit bien que même si là, par exemple, moi, là, je n'ai pas de jaguar qui s'apprête à me manger, je suis pas en guerre, tout va bien, voilà. Et c'est le cas de la majorité des gens. Pourtant, ils développent des stratégies de mode défense alors qu'ils sont dans un environnement qui est pas du tout, qui, qui est tout à fait confortable. Voilà. Donc là, l'idée pour cette nouvelle humanité, c'est de profiter de tout le confort auquel on est arrivé pour déployer le mode croissance. Mais je t'écoute et encore une fois, je me dis, c'est vrai que je te connais, nos auditeurs pas nécessairement, et je sais que tu es très actif justement pour créer cet environnement dont tu parles, c'est-à-dire des centres, des communautés où ce nouveau fonctionnement, ce nouvel état d'être pourrait se développer de manière optimale. Et j'aimerais qu'on y arrive, si tu veux, mais avant d'y arriver, j'aimerais peut-être que tu nous expliques un peu d'où tu viens, d'accord? Parce que tu étais dans l'ancien monde, de par tes études notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment rapidement
tu es passé du mode où tu étais parti du système, hein, de l'ancien monde, va-t-on dire, ou du mode défense, et comment tu as, à un moment donné, par une prise de conscience, je suppose, décidé de basculer et de passer à autre chose. Alors, si je regarde mon enfance, j'ai eu, disons que avant mes 17 ans, on va dire avant mes, ouais, on va dire mes 15-16 ans plutôt, euh, en fait, j'ai l'impression que j'étais un peu sur un petit nuage, comme on dit. C'est-à-dire que, bon, voilà, j'avais des petites difficultés un petit peu comme tout le monde, mais j'avais une vie assez facile avec des parents qui faisaient de leur mieux et j'avais une enfance quand même assez confortable. Mais je me sentais assez extérieur au monde et voilà. Et il s'est passé un moment où, pendant l'adolescence, le moment où on est beaucoup en interaction avec les autres, j'étais beaucoup confronté là-dessus, où les gens me disaient, ah, mais David, qu'est-ce que tu es naïf, innocent. C'était leur manière d'exprimer, voilà, mais tu rentres pas dans le jeu du monde, tu rentres pas dans ce mécanisme de mode défense, en fait. Et, euh, et donc j'en souffrais parce que je me sentais du coup un peu déconnecté des gens, je me sentais un peu à part. Et puis, alors il y a eu ça, plus j'avais des bons résultats à l'école. Donc naturellement, ma famille et puis mes conseillers d'orientation m'ont invité de suivre une formation d'ingénieur. Et voilà, donc à 17 ans, je me suis retrouvé à quitter tout mon petit cocon avec l'envie. Voilà, j'en ai marre qu'on me dise voilà que je suis le petit David naïf, innocent, qui vit dans son petit monde, dans son petit cocon. Non, j'ai envie d'expérimenter ce que c'est comment fonctionnent les gens, le mode en fait le mode défense. Mais j'avais pas cette conscience-là. Et surtout, j'avais envie de développer ce que c'était j'avais mon désir de pouvoir qui voulait voir ce que ça faisait finalement en fait de me couper de moi euh, et de et de me créer un masque et de rentrer dans le moule. Et donc voilà, donc je suis entré en école d'ingénieur en expérimentant ça à fond. Je me suis créé le masque parfait pour ce que je voulais, pour être la star de mon école d'ingénieur. Donc, très rapidement, j'étais très intégré au niveau du tissu associatif, au niveau du tissu social de mon école d'ingénieur. Je m'adaptais très bien, tout ça. Mais quelque chose était en train de s'écrouler sans que je m'en aperçoive. Hmm. Et je me suis retrouvé à très rapidement, hein, voilà, 19-20 ans, banqueroute. Donc sur le plan physique, j'avais mon corps qui fonctionnait plus du tout correctement. J'avais des plaques d'eczéma sur tout le corps à tel point que les médecins ne savaient plus quoi faire et n'avaient rien trouvé de mieux que de me proposer de faire des cataplasmes de cortisone, enfin, ce qui est complètement hyper violent, quoi. C'est surtout que c'était sur des très grandes surfaces du corps et puis même ça, au bout d'un moment, ça ne marchait plus non plus. J'étais dans un état d'acidose complet. En fait, je me sentais brûlé, je sentais que mon corps brûlait de l'intérieur. J'avais connu des périodes où j'avais mes yeux tellement inflammés que je ne pouvais plus les ouvrir. Donc, j'ai connu des périodes, ça m'est arrivé à 2, 3 reprises d'avoir pendant une semaine complète les yeux complètement collés, fermés. Donc, c'est très handicapant. Euh, j'avais, euh, j'avais tout mon corps qui, qui partait en lambeaux, hein. C'est vraiment, littéralement, j'enchaînais maladie sur maladie, mononucléose, angine chronique, j'étais tout le temps malade, fatigue chronique. Il y a une période où j'arrivais pas à passer plus de 2 heures de mes journées hors de mon lit.
Donc voilà sur l'aspect physique et je pourrais développer pendant longtemps encore et vraiment On voit la bien, chute. on voit bien. Et puis au niveau psychique, c'était ça surtout le pire. C'est qu'au niveau psychique, j'avais la sensation d'être complètement hors de contrôle et de mon corps et de mon psychique et de mon psychisme. C'est-à-dire que j'avais des pensées compulsives, paranoïaques, suicidaires, même des pensées noires de toutes sortes, tout ce qu'on peut imaginer, même des pensées de viol, enfin des trucs vraiment, tout ce qu'on les pires pensées qu'on puisse imaginer qui me tournaient en tête sans que j'ai aucun contrôle dessus et qui vraiment me prenaient beaucoup de place. Euh, des pensées paranoïaques, l'impression que l'univers entier conspirait contre moi, des états dépressifs, un vide sidéral, un vide de sens. Euh, C'était vraiment ce qu'on appelle l'enfer. Voilà. Et puis avec vraiment, le pire, c'est cette sensation d'impuissance. C'est-à-dire que j'en étais arrivé à un point de dégénérescence tel que j'avais l'impression que même si au fond de moi j'aspirais à l'amour, quand je voulais faire une action positive envers quelqu'un, en fait c'était quelque chose de négatif qui sortait. Que ce soit à travers même mes gestes ou des paroles. Euh, à tel point que je bégayais. J'ai eu des périodes où je bégayais. Si je voulais dire quelque chose de gentil à quelqu'un, je bégayais. En fait, au final, ce qui sortait, que c'était quelque chose de pas sympa. En fait. Donc voilà, j'en étais arrivé là, la banqueroute totale. Et j'étais dans un état de souffrance tel que je me rappelle bien, il y a un moment où, après avoir fait la tournée de tous les spécialistes qu'on peut trouver dans le système médical et Ouais, et psychiatrique, psychologique. psychologique, et ben je me suis retrouvé à voir vraiment profondément, non seulement j'avais l'impuissance chez moi, mais j'ai vu l'impuissance dans les yeux des plus grands spécialistes de la santé. Et là, la claque a été tellement forte, je me suis tellement senti au bout de ma vie, sans issue, que là, il y a quelque chose de magique qui s'est produit. Tout d'un coup, je me suis retrouvé presque, hein, quand j'entends des témoignages de NDE, d'expériences de NDE, d'expériences de mort imminente, tout ça, c'était quelque chose d'assez proche je me suis trouvé dans un état un peu modifié de conscience où même si, bon, je voyais toujours ce qui se passait autour de moi sur le plan physique, euh, je me suis retrouvé à vivre une expérience qui n'avait rien à voir avec ce que mon corps et ma tête vivaient. Mon corps et ma tête vivaient l'enfer et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un espèce de paradis, on va dire. Enfin, je me suis retrouvé en plénitude. Tout d'un coup, le gant s'est retourné. Je suis passé de l'autre côté. euh, avec une sensation de confiance totale en la vie, une sensation que j'étais guéri, une sensation j'avais vraiment cette image de comme s'il y avait une braise sous un gros tas de cendres qui était étouffée, qui tout d'un coup s'était rallumée, avec vraiment cette sensation de chaleur et une grosse quantité d'énergie au niveau du dantian, deuxième chakra, du bas-ventre, cette zone-là en dessous du nombril. Et, euh, et du coup, là, c'était vraiment une expérience où j'ai perçu ce que certains mystiques parlent, ce dont certains mystiques parlent du fait que on n'est pas le corps, on n'est pas le mental, on est autre chose. Bon, quand on l'entend comme ça et que ça reste juste des paroles en l'air, qu'on ne le vit pas, ça reste au niveau des croyances et ça n'a pas beaucoup de valeur.
Et même à la limite, je vois qu'il y a des gens pour qui ça peut créer des dégâts de croire ce genre de choses sans l'avoir expérimenté. Mais là, du coup, je l'ai vraiment expérimenté parce que j'étais connecté à un espace de plénitude et de confiance totale en la vie, alors que mon corps était en train de presque de mourir, enfin, était au bout du rouleau, et j'avais toujours ces pensées compulsives, j'avais toujours ces émotions très très sombres, mais pourtant j'étais dans un autre endroit. Donc ça a été une expérience très très forte et qui a enclenché, on va dire, si avant ce moment-là j'étais dans une phase de chute, ce point-là a été justement le fond du trou qui a permis d'enclencher la remontée. Donc après, ça m'a pris, comme par hasard, ça m'a pris à peu près 7 ans de processus de guérison. Parce que même si intérieurement, je me sentais guéri, au niveau du corps physique et psychique, évidemment, il a fallu du temps pour, euh, pour me sortir de cet état de déséquilibre. Voilà, et puis avec ce thème important, j'avais comme une phrase aussi qui m'est venue qui disait, c'est toi qui t'es mis dans cet état-là, il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Et donc ça m'a fait goûter cette notion de responsabilité. Parce que c'est pareil, on entend beaucoup dans le monde des développements personnels ou de la spiritualité, on entend beaucoup ce thème qu'on est 100% responsable. Tant que ça reste au niveau mental, ça n'a pas trop de valeur, cette notion-là. Et là, j'ai expérimenté aussi cette notion de responsabilité. Effectivement, prise de conscience que j'avais délégué ma santé à l'extérieur, que j'avais délégué ma santé aux médecins et à l'extérieur de moi. Et du coup, que c'était normal, logique, que j'ai perdu la santé. Je l'ai jeté à l'extérieur. Tu l'as jeté à Du l'extérieur. coup, c'est devenu simple et évident que tout allait bien se passer à partir du moment où je ramenais ma santé à l'intérieur. Simplement. J'adore. Deux messages qui pour moi me paraissent clés à résumer. Donc le premier, c'est l'espoir, parce que en t'écoutant et en entendant que tu aies pu être confronté à l'enfer, même si c'était noir, vraiment noir, tu as pu trouver cette lumière qui est derrière. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui peuvent passer une période un peu difficile, voire très difficile, se dire qu'il y a derrière cette étape qui peut être une étape d'initiation. Moi, je vois beaucoup, si tu veux, et j'essaye de positionner ça euh, dans mon coaching, c'est-à-dire que les difficultés qu'on rencontre sont des difficultés d'initiation pour passer à un niveau supérieur. Et quand je t'écoute, je me dis effectivement, il y a cette notion d'espoir, ne pas perdre espoir et de continuer à croire qu'après, il y a quelque chose de mieux. Et que peut-être cette étape est nécessaire justement pour la transformation et pour passer à un niveau supérieur. Et la deuxième, cette notion de responsabilisation qui est effectivement extrêmement importante. Mais comme tu le dis, il faut l'expérimenter, la ressentir pour commencer à comprendre de quoi il retourne. Quand quelqu'un d'extérieur te dit sois responsable, c'est toi qui crées ton destin, c'est surtout difficile à entendre quand tu es dans le sombre. Mais effectivement, on a tendance à attirer à nous ce dont on a besoin pour évoluer et on peut également reprendre la puissance pour tendre vers la lumière. Donc je garde en tout cas pour le moment ces deux points-là, espoir et responsabilisation et responsabilité. Donc ça me plaît. Alors on en arrive à un point, parce qu'en fait c'est important de le mentionner, David, que ce soit toi ou moi, on n'est pas connu sur le plan national, international, c'est pas la question. On a la crédibilité de ce qu'on appelle notre expérience. Moi, ça fait 25 ans que je recherche, j'ai mon propre chemin, tu as le tien, tu es un peu plus jeune évidemment, donc tu es de la nouvelle génération pour moi. Euh, Même si on s'entend, et comme je disais, quand on a connecté, si tu veux, on a connecté au-delà de qui on était, et de la différence d'âge et de background. Mais ce qui m'est apparu en te voyant, c'est qu'effectivement, tu avais une perception, une façon de vivre la vie qui est vraiment différente. Pour moi, je suis dans le système, je suis dans une grande société, une grande entreprise informatique, donc j'essaye de vivre la spiritualité dans cette matière qui est très lourde, si tu veux. Et toi, j'ai l'impression que là, avec ce qui s'est passé, tu as commencé à t'extraire de ce domaine-là. Donc, comment tu as évolué? Donc, tu étais dans cette école d'ingénieur, tu as vécu ça. Qu'est-ce qui se passe après? Et pour arriver jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe et comment tu as vécu cette transition, si tu veux, entre
entre cette vie d'ingénieur, les masques que tu as pu créer et là où tu en es aujourd'hui? Alors, c'était une période très intéressante, la période après, parce que là, je ressens un peu de, un petit peu de peine, un peu de tristesse pour pas mal de gens que je vois qui sont dans cette phase de chute et qui veulent déjà l'après, Hmm. mais sans avoir vécu le bout de la chute, et qui du coup n'ont pas l'assise nécessaire pour bien vivre cette phase un peu d'extraction de la société, même si je me sens pas du tout en rejet de la société. C'est juste, je vis mon propre chemin indépendamment des injonctions de la société. Euh, et voilà, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui essaient de trop vite de s'extraire de la société et il y a beaucoup de dégâts. Je vois par exemple des gens qui quittent leur boulot et qui essaient de mettre en pratique tout ce qu'on peut entendre, euh, loi d'attraction, développer son pouvoir créateur, toutes ces choses-là, mais qui n'arrivent pas du tout à, à le mettre en application et avoir des résultats parce que ils ont été trop vite. Ils n'ont pas, ça reste quelque chose qui reste au niveau des croyances et pas du vécu. Alors que moi, justement, j'ai eu la chance non, de vivre cette expérience, de toucher le bout du bout. Et du coup, la phase de remontée, j'ai pu la mener au bon rythme, même si j'ai connu beaucoup de frustration, beaucoup d'impatience euh, pendant cette période-là. J'ai su sentir, je sentais le bon rythme, parce que j'étais connecté à cet espace de moi qui me procurait confiance en la vie et qui m'impulsait, qui m'inspirait la bonne direction. Et, et du coup, j'ai simplement déroulé le processus à mon rythme. Donc, c'est-à-dire que j'ai senti, bon, je me suis retrouvé avec cette expérience que je viens de décrire au milieu de mon école d'ingénieur. Bon, qu'est-ce que j'en fais? Bon, j'ai senti que fallait pas que je laisse tout tomber en plan, que je n'avais pas la capacité, j'avais un corps très très faible, un psychisme complètement à la ramasse. Non, doucement. Donc là où je suis en école d'ingénieur, je vais finir mon cycle. Je finis mon école d'ingénieur. Ok, je finis mon école d'ingénieur. Un peu avant la fin de mon cursus de formation en école d'ingénieur, je me suis posé la question, bon David, là tu es en train de te former à un métier, clairement, si tu restes sur les sentiers battus, en 2 jours, tu vas retomber en burn-out, quoi. Je savais bien ce que c'était, j'avais fait des stages, tout ça, ce que c'était le mode de vie d'un ingénieur classique. Clairement, ça n'aurait pas collé. Donc, à un moment, il m'est venu vraiment une inspiration, comme une intuition, un projet de recherche. Un projet de recherche qui allait me permettre de créer mon propre poste, mon propre travail avec les conditions qui me correspondent pour l'étape d'après, pour la sortie d'école d'ingénieur. Et comme de par magie, tout s'est super bien passé. J'ai été recruté par le vice-président d'une des plus grosses industries françaises et euh, voilà, qui me finançait ce projet de recherche. Et donc j'avais le confort d'être embauché par une grosse entreprise, mais avec toute la liberté de comme si je créais mon propre travail. J'avais le côté à la fois créateur, entrepreneur et en même temps le confort d'être salarié.
tout ce dont j'avais besoin pour, euh, pour continuer mon processus de manière confortable et en douceur, mon processus de régénération. Et puis aussi, pour me laisser l'espace en douceur de comprendre ce qui m'était arrivé, de comprendre cette expérience de switch que j'avais vécue, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour l'intégrer et pour donner du sens à cette expérience et pour créer une structure mentale, on va dire, qui puisse saisir ce qui s'était passé. Donc voilà, donc j'ai eu une expérience très intéressante dans l'industrie, où à la fois j'ai monté mon projet, j'ai vendu mon projet, donc une expérience un peu d'entrepreneur, puis une expérience où vraiment j'étais au sommet voilà, je travaillais directement avec l'élite des industriels français, où j'ai pu explorer ce monde-là. Euh, donc, explorer en quelque sorte un peu les tréfonds du mode défense. Sachant qu'en plus, quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais été président du bureau des élèves de mon école. Je me suis retrouvé dans des expériences voilà, où j'ai côtoyé les banquiers qui cherchaient à créer des partenariats avec moi et d'autres types d'entreprises. J'étais invité à des soirées privées, des choses comme ça. Aussi, j'ai pu voir un peu ce qu'il y a derrière le voile de la société. J'ai aussi, pareil, quand j'ai eu une expérience dans le monde de la musique, où j'ai eu un groupe de musique qui, à un moment, a bien marché et j'ai pu explorer un petit peu le monde du showbiz où sans pleinement y plonger, j'ai pu voir un petit peu comment ça marchait et comprendre que derrière euh, cette façade que nous proposent les médias et la société, voilà, il y a un autre monde qui, qui gouverne cette première strate, dans laquelle vivent la plus grande, la plupart des gens. Euh, donc ça m'a donné donc cette expérience. Voilà, même si je suis jeune, j'ai eu l'expérience de comment ça marche, comment marche notre société, qu'est-ce qu'il y a derrière. J'ai eu cette expérience intérieure de switch justement entre le mode défense et le mode croissance. J'ai eu cette expérience où moi, tout seul en autonomie de ce processus de guérison. Et puis, il y a un moment, je me suis retrouvé, alors que tout me réussissait dans mon poste d'ingénieur-chercheur, je me suis retrouvé à un moment dans la situation, ça fait plus sens. Maintenant, il est temps pour moi de vraiment m'extraire complètement de la société et de vraiment expérimenter un mode de vie où je lâche progressivement toutes les sécurités. J'ai quitté mon travail, j'ai lâché ma voiture. Progressivement, j'ai épuré toutes mes possessions. Je me suis retrouvé juste avec toute ma vie dans mon sac à dos, pas de chez moi, avec un mode de vie voilà nomade. Et ça m'a conduit
à vivre dans une expérience de communauté. Toujours pareil, avec un regard extérieur. Parce que comme quand j'étais jeune, je disais que j'avais un mécanisme où, en quelque sorte, j'étais toujours un petit peu à l'extérieur du monde. Voilà. De la même manière, quand après mon switch, j'avais la capacité de plonger dans le mode défense, on va dire, de plonger dans le monde, mais tout en gardant toujours une petite distance, même ne serait-ce qu'un millimètre. Euh, et grâce à ce recul, ça me permettait de voir très rapidement, de comprendre très rapidement tous les mécanismes des situations et des gens. D'ailleurs aussi, je me suis retrouvé beaucoup dans des situations de coaching où j'accompagnais des individus et voire des groupes de personnes euh, à un moment spécifique de leur chemin. Voilà, donc beaucoup d'expérience en peu de temps et avec la capacité d'intégrer très vite grâce à cette capacité à la fois de plonger dans l'expérience mais en gardant un petit peu de recul. Et donc pareil au niveau des communautés, même si j'étais appelé vers ces expériences communautaires et puis j'étais appelé par les thématiques de respect de l'environnement, développer l'écologie, tout ça, il y avait quelque chose que je voyais qui collait pas, qui allait pas dans ces communautés. Donc ça m'a permis de développer un nouveau modèle. Mais là, on va y arriver. Ça, je t'écoute, écoute, comme on s'était mis d'accord à l'origine, l'idée pour moi est de ne pas te couper, mais évidemment, j'aurais voulu intervenir 2 ou 3 fois déjà par rapport à ce que tu as dit avant qu'on arrive au modèle de centre et de communauté que tu as développé, parce que c'est en fait le cœur de qui tu es, de ce que tu veux proposer, si tu veux, de ce que tu vas contribuer au monde pour ce processus d'ascension dont on parle. Euh, mais tu as parlé du rythme, et je crois que c'est un point important, j'aimerais qu'on y revienne juste rapidement. Quand je t'ai rencontré, j'ai eu l'impression que tu étais connecté à ce que j'appellerais l'horloge universelle. C'est-à-dire que c'était comme si tu agissais, respirais, pensais en alignement avec les énergies. Et ça m'a fait penser à une phrase que m'avait dite Christelle Bessou, qui est également une personne avec laquelle je travaille, qui est assez extraordinaire, qui me disait, Axel, il est important d'agir à la vitesse des énergies. Est-ce que tu peux commenter un peu ça, c'est-à-dire cette notion de rythme dont tu parles, qui pour moi résonne très fort, notamment en tant que coach. J'ai l'impression que dans un projet de vie, c'est comme un souffle, une inspire, un expire, une expire, expiration, inspiration. Il y a ce rythme, il y a ce mouvement qui se fait, après ça ralentit, si tu veux, il y a le succès, il y a l'échec. Donc on est toujours dans une inspiration, une expiration, mais on a l'impression par la force du monde de défense dans lequel on se trouve, qu'on doit agir plus vite, qu'on doit faire, qu'on doit être dans l'action, l'immédiateté, surtout avec les technologies. Pour ma part, je suis dans la technologie, donc tout va trop vite, si tu veux. Je suis complètement déphasé. Et ce que j'apprends par mon processus de spiritualité et de développement, notamment d'alchimie intérieure, de reconnecter à ce sens des énergies universelles et de qui on est, en fait, de qui on est fondamentalement. Comment toi tu ressens ça? C'est-à-dire ces deux rythmes-là, le rythme dont tu parles, prendre le temps alors qu'on est poussé par l'extérieur. Comment tu gères ça? Alors, dans mon expérience, dans mon parcours, cette question du rythme a été essentielle. Il y a deux. Bon, c'est évident de comprendre que la direction est importante, mais le rythme est tout aussi important. Ouais. Et donc, la question du rythme, justement, le mode croissance, c'est ni trop vite, ni pas assez vite. Le mode croissance, c'est le bon rythme. Et on est dans une société où voilà, c'est assez évident de voir qu'il y a cette désynchronisation au niveau du rythme
des énergies, comme tu dis, le rythme de la vie. Par exemple, on voit que d'un côté, il y a une partie de la population qui est complètement overbookée en burn-out, qui travaille beaucoup, beaucoup trop, qui est poussée, qui est sans arrêt à regarder sa montre. Oh là là là, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Dans cette course en avant, on voit il y a toute une partie du monde qui fonctionne comme ça. Et puis, il y a une autre partie des gens qui sont dans des situations, on va dire, confortables et, et vont dans l'extrême inverse, se laissent complètement aller et ne font plus rien. On peut penser par exemple les gens qu'on appelle les parasites de la société, les gens qui ne travaillent pas, qui ne cherchent pas du boulot, tout ça. On peut penser à plein d'autres catégories de gens. Voilà. Et il y a ces deux extrêmes. Et il n'y a pas cette connexion au bon rythme qui est très très important. Et donc moi, comment je fais? Alors déjà, j'ai la chance de... La vie me ramène toujours à ce rythme. C'est-à-dire que si je me déconnecte, si je m'écarte trop de mon rythme juste, tout se passe très très mal, très très rapidement pour moi. Euh, Concrètement, dès que je marche un peu trop vite, je me tords la cheville. Et littéralement. Mais ça s'applique dans tous les domaines de ma vie. J'ai et ça, je ne l'explique pas. C'est mon expérience. C'est ce que je vis et ce que je perçois. Effectivement, je remarque que peut-être un peu plus que la moyenne, il y a ce mécanisme dans ma vie où dès que je m'écarte un peu trop, ça se passe très vite, très très mal. Et c'est pour ça que je pense aussi, je me suis retrouvé dans cette espèce de burn-out très très jeune. Alors qu'il y a des gens qui vivaient les mêmes excès que moi, mais pour qui tout se passait bien et peut-être qu'ils paieront les conséquences que 20 ou 30 ans plus tard. Il y a, il y a un mécanisme en moi qui me pousse à me mettre au bon rythme. Donc c'est quelque chose, j'en tire aucune gloire. C'est pas quelque chose. J'ai aucune technique à enseigner pour trouver ce bon rythme ou quoi. C'est juste être à l'écoute. Après, évidemment, je vois que j'ai appris à développer, comment dire, parce qu'à force de me prendre des baffes, à force de me tordre la cheville, je me suis dit, bon, David, plutôt que de marcher trop vite, me tordre la cheville, marcher trop vite, me tordre la cheville, peut-être que ça peut être pas mal de développer la capacité de sentir quel est le rythme juste sans avoir besoin d'aller jusqu'à me tordre la cheville. Donc c'est vrai que je développe cette capacité-là, cette capacité d'écoute. Et ça, c'est encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans des choses très ésotériques, même si on peut faire des liens. C'est simplement écouter son corps. Ah là, je sens qu'il y a mon corps qui s'emballe. Je respire un coup. Ah, là, je sens que je me vois commencer à rentrer dans une espèce de diarrhée de pensée, de diarrhée verbale. Je prends une ou deux respirations. Stop. Je me resynchronise avec mon rythme et je repars. Simplement de faire ça à chaque instant. À chaque fois que je sens que, oh, je commence à aller un peu trop vite ou pas assez vite, ou pas assez vite aussi, parce que je me prends des claques aussi quand je vais pas assez vite. Euh, Si je commence à par peur de changer, par peur de l'inconnu, à stagner dans une situation,
Il y a des événements extérieurs qui vont me pousser, enfin extérieur ou intérieur, qui vont me pousser à bouger. Donc c'est dans les deux sens. Donc voilà, c'est simplement développer cette écoute. Et là, la relation avec le corps est très très important, là, très très importante. Euh, un des dangers de, de développer cette façon de fonctionner, qu'on n'est pas le corps n'est qu'un instrument, le corps n'est pas moi. Euh, oui, c'est vrai à un certain niveau, mais ça peut être très pervers comme ça peut être très destructeur aussi comme façon de fonctionner si on se coupe du corps. Parce que le corps, c'est notre première porte pour comprendre notre rythme. Il y a, à travers les signaux du corps, il y a une infinité de portes d'entrée pour sentir quel est notre rythme. Le battement du cœur, les, euh, des sensations simplement. Est-ce que quand je veux, est-ce que là je m'apprête à manger quelque chose, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi? Simplement sentir et sentir. Est-ce que ça me procure plutôt une dilatation, une contraction quand je sens ce produit? Est-ce que si je m'imagine avant de mettre ce produit en bouche, est-ce que si je m'imagine, je prends juste quelques secondes pour m'imaginer le mettre en bouche et je regarde la réaction de mon corps? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Simplement développer cette connexion avec le corps est très très important. Et je me rends compte qu'on pourrait passer des heures juste sur ce sujet du rythme et de la relation au corps et le rythme des énergies. Mais le temps passe et malheureusement, David, on est en trois dimensions, donc il faut que j'avance quand même un peu par rapport à ça, que j'aimerais garder la vidéo, comme tu le sais, l'interview à 60 minutes. Il y a deux thèmes par rapport à ce que tu viens de dire, et je te remercie d'avoir explicité le côté du rythme. On s'est arrêté juste avant sur le fait que tu as réussi à tout lâcher. Et je pense qu'en tout cas, dans mon langage, tu as fait preuve de courage, parce que tout lâcher quand on a quelque chose, ce geste d'ouvrir la main et d'abandon et de lâcher prise est très difficile à faire. Surtout oui, quelqu'un qui a un mental qui est le mien, ce serait très dur à faire. C'est pour ça que je ne le fais pas par hasard. Donc toi, tu as réussi à faire ça, ce qui est extraordinaire. Mais après, donc tu as dit, tu es rentré dans les communautés et tu t'es rendu compte qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas trop et tu as commencé à réfléchir et développer euh, un modèle de centre, comme tu l'appelles, et modèle de communauté. Donc j'aimerais que tu nous parles. Et une question qui sera juste après, et j'aimerais quand même qu'on finisse notre discussion là-dessus, c'est ce processus d'ascension que j'ai mentionné très rapidement sans le qualifier au début de l'interview, où on parle de dimension, troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension. Tu m'as parlé un jour de cinquième dimension, j'étais là en disant waouh, de quoi parle-t-on? Alors ce que j'aimerais bien, c'est que puisque chacun d'entre nous participe, et je crois que c'est un message important, à ce processus collectif d'évolution et d'ascension, toi, tu as cette caractéristique du rythme qui me paraît très importante et cette caractéristique du centre, modèle de centre et de communauté. Donc commençons par ça et après je t'interrogerai juste sur ce qu'est la cinquième dimension qui nous ouvrira pour plusieurs autres interviews certainement à d'autres discussions. Mais en tout cas, on en était donc aux communautés, tu commences à regarder ce qui se passe dans tout ce qui est écologique, etc. Tu n'es pas complètement emballé. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Alors, quand je me suis retrouvé dans ces communautés, j'ai toujours, quelle que soit la communauté que j'ai visitée, alors de manière différente, avec des degrés différents, j'ai toujours vu cette même tendance de vouloir le changement à l'extérieur, mais sans être prêt à faire le changement à l'intérieur. Combien de fois, là j'imagine un groupe de personnes à qui on demanderait
Qui veut l'harmonie, qui veut la paix, qui veut l'amour, moi, qui veut se transformer. Plus personne. C'est pour ça que j'ai introduit cette notion de mode défense, mode croissance avant d'expliquer tout le reste. Parce que tant qu'on fait les choses depuis le mode défense, c'est corrompu. Si on veut développer, si on a par exemple un super projet de communauté, voilà, une super idée très ambitieuse, on a l'argent, on a toutes les ressources pour la réaliser, tout ça. Mais si c'est fait depuis le mode défense, ça vaut pas grand-chose. C'est pour ça qu'il est essentiel de d'abord, hein, c'est Gandhi qui disait incarne le changement que tu veux voir dans le monde, d'abord faire le travail sur soi pour en fait développer sa capacité à être autonome en mode croissance. Et de là, tout ce que l'on va créer sera juste, peu importe ce que c'est. Et dans le mode croissance, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et on trouve souvent cette tendance de l'ancien monde à raisonner en termes de quantité, à tout évaluer en termes de quantité. Et donc il y a cette tendance aussi dans les communautés qui n'ont pas encore la clarté sur comment faire, à raisonner en termes de quantité et on se retrouve en fait avec des communautés avec des gens qui sont en rejet de la société, mais qui en fait recréent un nouveau système qui répond au même fonctionnement que la société qu'ils rejetaient. Donc c'est pour ça très important déjà ce travail intérieur. Tout par de là. Il ne peut pas y avoir de dynamique saine de communauté ou de vivre ensemble si le point de départ n'est pas l'individu, travail individuel. Voilà. Premier point. Deuxième point. En fait, j'ai 1000 points, mais là, je vais me limiter à 2 points. Autre chose dont j'ai envie de parler, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire que quelque chose qu'on voit souvent dans les communautés aujourd'hui, qui est mal compris et qui entraîne systématiquement des échecs, c'est qu'il y a cette tendance à tout mettre en commun. Par exemple, il y a un groupe de personnes qui se retrouvent, ah oui, moi j'aime bien la permaculture, j'en ai marre de mon travail, j'ai envie de faire l'école à la maison pour mes enfants. Allez, on est plusieurs amis dans cette situation-là, on fait une communauté ensemble et on met tout en commun et on fait des éco-constructions ensemble et on partage tout ça. Le problème, c'est que du coup, les responsabilités sont diluées. Et dès que quelque chose se passe mal, spontanément, les gens vont avoir tendance à dire « Ah, c'est la faute à lui, c'est la faute à lui, c'est la faute à lui ». Et vu que les responsabilités sont pas claires, les responsabilités sont diluées parce que tout est mis en commun, mais d'une manière brouillon, d'une manière non maîtrisée, très rapidement, ce contexte-là va nourrir le mode défense, va nourrir cette tendance chez l'homme d'avoir la sensation de se faire avoir, de se faire arnaquer, ça va nourrir la peur de perdre, la peur de manquer. Donc, toutes les communautés que je vois fonctionnent selon ce modèle-là. Allez, on met plus ou moins tout en commun. Ça marche pas. Moi, ce que je vois, en tout cas à court terme, parce qu'après il y a différents, évidemment,
il y a différents niveaux d'évolution, il y a différentes étapes. Mais là, la prochaine étape, c'est déjà arrêter de raisonner en termes de communauté où on mélange tout, mais plutôt raisonner en termes d'éco-village et de voisins, de voisinage. Et moi, je vois plutôt un modèle de communauté en mode chacun, alors que ce soit une personne seule, un couple, une famille, s'achète un petit bout de terrain et puis voilà, qui est éventuellement différentes familles comme ça, chacun a son petit bout de terrain où chacun est autonome et et prend la responsabilité de satisfaire ses propres besoins vitaux, soi-même de son côté. Et depuis là, développer des espaces communautaires où à chaque fois qu'on y rentre, c'est seulement en mode croissance. Donc, par exemple, on peut imaginer voilà, quelques familles qui s'associent, chacun s'achète un petit hectare, tac, tac. Et puis une fois par semaine, euh, tous ceux qui sont bien dans leur peau, qui sont en mode croissance et qui ont envie de le partager, ben, par exemple, ils vont pouvoir faire un repas en commun, ou ils vont pouvoir aménager un espace pour s'occuper des enfants dans lequel seuls les adultes en mode défense puissent rentrer pour pouvoir accompagner les enfants dans ces énergies de mode croissance. Et petit à petit, plus les individus vont développer leur autonomie en mode croissance, plus la proportion communautaire en mode croissance va se développer et plus la part individuelle mode défense, enfin mélange mode défense, mode croissance, va se réduire progressivement, chacun à son rythme. Parce que ça ne peut pas se forcer. Si on essaie de forcer quelqu'un à sortir de son mode défense, ça ne fait que le renforcer dans son mode défense. Donc voilà, outil très simple, modèle très simple pour passer dans un autre niveau, pour amener les communautés à un autre niveau. Arrêter de raisonner en termes de tout mettre en commun comme ça. Voilà. Chacun achète son petit truc, déjà chacun s'occupe de soi. Et puis, tout le bonus qu'il a de mode croissance, seulement ça, l'investir dans un espace communautaire. Alors là, je dois introduire une notion, la spécificité des vidéos qu'on fait et des interviews qu'on fait, David, c'est effectivement de faire un suivi. C'est pas simplement de t'interviewer une fois sur un sujet, de te remercier et d'aller voir un autre expert, mais d'avoir un suivi. Ce que j'aimerais faire, si tu en es d'accord, c'est revenir vers toi dans 6 mois et voir comment les idées que tu as, les projets que tu as, parce que si j'ai bien compris, tu es actuellement au Portugal, en tout cas tu as passé beaucoup de temps là-bas, travailler avec une communauté où tu as mis en place, ou en tout cas tu as mis en pratique la vision de centre et de communauté que tu as. Et ce serait intéressant de voir un peu comment ça évolue, comment ça a évolué, ce que tu en as tiré comme conséquence, ou comme apprentissage plutôt. Donc si tu en es d'accord, j'aimerais bien qu'on garde cette partie-là, c'est-à-dire pratique pour la prochaine vidéo, puisqu'il y aura une prochaine vidéo. Et terminer, puisqu'il nous reste 5 minutes, si tu veux, sur cette notion de contribution à l'ascension, au processus d'ascension, et notamment cette notion de 3D, 4D, 5D. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus et on reprend dans 6 mois pour voir comment tu as évolué, comment tu as travaillé sur le 5D, ce que tu as pu voir là-dessus, comment tu as rendu tout ça possible et ce que tu en as appris. Est-ce que tu peux me dire, voilà, comment cette notion de centre peut nous aider à passer de cette fameuse 3D, 3 dimensions dans laquelle on se trouve, passer par la 4D et pourquoi pas aller à la 5D? Tu peux nous aider à définir un peu ça? Alors, ces notions de dimension ou de densité, parce qu'il y en a qui parlent plutôt de densité, bon, c'est des notions qui sont souvent mal comprises. Justement, j'aime pas trop parler de ça parce que ça va activer tout un tas de fantasmes et tout un tas ça va activer de choses qui restent au niveau des croyances et qui sont pas dans le vécu. Donc, mais en même temps, ça m'intéresse de faire le lien entre du coup mon vécu et ce que je comprends de ces notions. Et puis de relier ça avec le mode défense, mode croissance. Parce qu'en fait, bon, on pourrait dire la 3D,
c'est une humanité qui, qui, qui ne maîtrise pas son mental, qui, du coup, qui n'est pas autonome dans son mode défense et dans son mode croissance, qui vit de manière inconsciente, de manière compulsive. Et donc, du coup, voilà, donc du coup, en 3D, on va se placer plutôt dans un fonctionnement mode défense. En fait, si je reviens à mon expérience, je ne sais pas si j'ai fait l'expérience de la 5D, mais si je comprends ce que les gens qui parlent de la 5D avec beaucoup d'autorité disent, ce que je ressens, je relie cette notion-là avec l'espace que j'ai touché quand je suis allé au-delà du corps, au-delà du psychisme. C'est-à-dire justement, pendant cette expérience, au moment où j'ai touché le fond, pendant ce burn-out, hop, à un moment, j'ai été justement connecté dans un autre espace où là, j'étais dans une plénitude totale. Malgré que mon corps, et je pouvais sentir, j'avais les sensations de mon corps malade, j'avais, je pouvais, entre guillemets, palper, enfin, j'avais conscience de toutes ces pensées compulsives, etc. Mais ça restait loin de moi, ce n'était pas moi, je n'étais pas identifié à ça. Donc, quand on est peu identifié au corps, pas identifié à son psychisme, eh ben, ça amène dans un espace, c'est peut-être ça, la 5D. La 5D, c'est un espace où il y a pas de bien, pas de mal, il y a juste la vie. C'est juste, il y a juste la vie. Et donc après, c'est quoi la 4D? C'est un peu la transition entre les deux. C'est-à-dire, là, par exemple, en ce moment, je me sens plus en mode 4D qu'en mode 5D dans cette période-là que je vis. C'est-à-dire que euh, c'est un espace de transmutation des mémoires. C'est un espace où, par exemple, je suis capable de ne pas manger. Quand je suis en mode 5D, je ressens aucun besoin de manger et j'ai déjà fait l'expérience où après processus pranique de 21 jours sans manger, je prenais du poids à la fin. Donc, mon corps est capable de ne pas manger, mais il y a des mémoires qui me poussent à manger et par moments, ça fait sens pour moi de me placer dans un espace où même si j'ai conscience que dans l'absolu, je n'ai pas besoin de manger, eh bien, je vais manger pour pleinement vivre à fond une mémoire, une expérience que je n'ai pas totalement acceptée et donc que je n'ai pas pu totalement transmuter. Par exemple, c'est bizarre, j'ai pas faim, mais j'ai une pulsion pour manger de la pizza. Eh ben, même si j'en ai pas besoin, même si je sais que ça peut même me faire un peu de mal à mon corps, ça peut faire sens pour moi de faire le choix de manger un bout de pizza et d'aller vraiment explorer tout ce que ça génère chez moi, accueillir pleinement cette expérience, la transmuter. Euh, et voilà, donc c'est ça que je relie à la 4D, c'est cet espace de transmutation des mémoires. On est un peu entre les deux. À la fois, on a la conscience de l'existence de la 5D, mais à la fois, on va vivre et il y a besoin
de s'identifier un minimum à la 3D pour pouvoir transmuter la mémoire. De la même manière que la semaine dernière, j'ai une semaine où on travaille beaucoup sur l'intégration émotionnelle, où du coup, concrètement, il y a des moments où on vit des émotions, on les laisse s'exprimer, et vu de l'extérieur, ça peut paraître comme si on était possédé par un démon, on va expulser des colères, on va crier, des choses comme ça, mais en conscience. Ce qui permet de transmuter la mémoire et d'intégrer l'information. Et donc ça, c'est là que je situe la 4D. Écoute, David, je crois qu'on va s'arrêter sur ces paroles-là. Je te remercie, c'est très éclairant. Je crois que cette description que tu viens de donner, la 3D, 4D, 5D, peut nous aider chacun à mieux comprendre le processus, si tu veux, de développement personnel et spirituel que l'on poursuit. Et puisque tu parles de transmutation de mémoire, ça me fait dire que peut-être un jour, je vais interviewer Christelle Bessou, qui elle-même étant alchimiste intérieure, a une certaine expérience et expertise, va-t-on dire, dans la transmutation des mémoires et du karma, et des égrégores planétaires également. Donc, je crois que ce sera un sujet qu'on va pouvoir aborder, mais je reviendrai vers toi sur ce sujet-là également. Tu as mis en plus sur la table ton expérience pranique. Alors vas-y, on garde ça pour la prochaine vidéo aussi. Donc je crois qu'on va être dans la prochaine vidéo, l'expérience pranique, la matérialisation, la concrétisation des centres, modèles de centres que tu as testés, l'apprentissage de tout ça et voir ce que tu as pu découvrir dans les 6 mois qui viennent. De toute façon, tu es dans le processus de vie, on l'est tous. Donc, je serai curieux et heureux de t'interviewer dans 6 mois pour poursuivre la conversation et la discussion et continuer de nous aider à monter en vibration et à poursuivre ce processus d'ascension. Donc, de mon côté, David, merci, namasté. Je te dis à très bientôt, au plaisir de te revoir ici ou ailleurs et je te donne rendez-vous dans 6 mois, si ça te va. Merci beaucoup, Axel. Au revoir, David. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée.